Salut à tous et bienvenue pour la mise au point d'avril. J'ai pas très envie de me casser les pieds, je vous cache pas. Donc ouais, ça va être une mise au point un peu spéciale entre guillemets parce que je vais pas faire de sujets généraux ou quoi que ce soit. Je vais juste revenir sur les films et c'est pas ça va pas durer très longtemps parce que les films, il y a beaucoup de choses sur lesquelles revenir puisqu'on a taclé la licence Roi Lion. La franchise qui fait le plus parler d'elle, la plus populaire, considérée comme la plus réussie de Disney par énormément de gens. Donc vous pouvez être sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi sur mes vidéos en dépit du fait que j'ai été relativement positif, dira-t-on. Et que oui, il n'y a aucun film que j'ai trouvé mauvais en soi. Mais avant de s'attaquer aux gros morceaux, on va revenir rapidement sur le Disney VHS qui est sorti il y a quelques jours de ça, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Et surtout par rapport à son statut, puisque c'est le premier film Ghibli que j'ai traité. Je dis bien Ghibli et je fais un effort incommensurable pour dire Ghibli la plupart du temps, parce que j'ai toujours dit Ghibli depuis que je suis petit, quoi. Et quand j'ai su que ça se disait Ghibli vraiment de la part des fans qui s'y connaissent, je me suis dit, tiens, j'ai quand même fait cette petit effort de dire Ghibli au lieu de Ghibli dans ma critique. Voilà. Mais globalement, pas beaucoup de choses sur lesquelles rebondir par rapport à cette critique. Les gens ont tendance à être plutôt d'accord avec moi. Pas de grands désaccords ou quoi que ce soit. Les gens sont plus pris par d'autres films Ghibli, mais ça je me doute, c'est pas le premier film qu'on cite quand on pense aux grands films Ghibli, mais c'est mon préféré. N'empêche que, comme je l'ai dit, ce sont des studios avec vraiment beaucoup de talent. Miyazaki est un grand réalisateur avec vraiment un savoir-faire, il est difficile de nier et indéniable. Donc je n'irai jamais dire que ce sont des mauvais films ou des films ratés ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à titre personnel, ça part sur certaines voies qui sont moins prenantes, moins intéressantes pour moi. Et donc par rapport à certains commentaires qui disent ouais, j'aimerais que tu traites tel ou tel film de Ghibli parce que je les adore. Attendez-vous à ce que je sois pas aussi enthousiaste que pour le Château d'Ancien, parce que je suis un peu moins pris dans la plupart des autres films. Le Château ambulant, ça pourrait bien passer, mais les autres, attendez-vous à ce que je sois plus critique, plus méchant critique par rapport à ça. Si vous y tenez à ce que je traite ces films-là. Voilà, donc c'est rapidement tout ce que je tenais à dire, sinon il n'y a pas grand-chose de plus à préciser. Maintenant, on va passer au gros morceau, la franchise Le Roi Lion, en commençant par le Must, le film considéré comme le meilleur Disney par énormément de gens, c'est-à-dire Le Roi Lion premier du nom. Et voilà, quelques petits trucs sur lesquels revenir. D'une part, il y a des gens qui ont un peu rebondi sur le fait que je clashais le joueur du grenier. Et bon, je pense que vous avez tous compris le truc. C'était pas un vrai clash, c'était juste une petite pique rapide. Et on faisait un petit gag autour de ça parce que voilà, ça m'avait fait un tout petit peu tiquer, et je dis bien un tout petit peu tiquer, lorsqu'il avait fait sa critique des jeux Disney et qu'il a dit de façon complètement naturelle, décontractée, on sera tous d'accord pour dire que c'est le meilleur des Disney. Ben, j'ai envie de dire non, on sera pas tous d'accord. Tu te prends pour qui de dire ça? Il y a des gens qui trouveront pas que c'est le meilleur de Disney quand même, faut pas exagérer. Et voilà, j'avais un petit peu envie de rebondir là-dessus, mais c'est histoire de faire une petite pique gentillette au joueur du grenier, honnêtement. Si j'avais que ce genre de problème avec les autres vidéastes YouTube, je n'aurais aucun problème avec les vidéastes YouTube. Donc c'est pas vraiment un clash, mais je pense que vous avez tous suivi ça. Ensuite, on m'a repris par rapport à un commentaire que j'avais déjà eu lorsque j'avais fait mon top 10 des meilleures scènes Disney, en disant mais pourquoi t'as pas mis la scène de la mort de Mufasa dans ton top 10? Oh, elle est trop géniale cette scène! Et donc j'avais un petit peu rebondi là-dessus dans ma critique du Roi Lion en disant mais comment on peut ne pas mettre ça dans sa liste? C'était une légère pique à l'encontre de ce genre de commentaires et qu'on soit bien d'accord, j'ai envisagé cette scène dans mon top 10, mais je trouve que elle n'a pas eu autant d'impact que les 10 premières scènes de ma liste. À titre personnel, une fois de plus, nous sommes d'accord, on a parfaitement le droit de ne pas trouver cette scène aussi géniale que d'autres. Et sincèrement, c'est même pas pour dire que je trouve pas cette scène géniale, c'est la meilleure scène du film,
Vraiment, en termes d'émotion, de pic, c'est très fort, de pic émotionnel, de moments dramatiques intenses, etc. Et très bien foutu, très bien mis en scène. J'adore. Enfin, j'adore, je suis super pris dedans. Hein. Difficile de dire qu'on adore cette scène quand elle est triste comme ça. Mais voilà, elle est très très bien foutue cette scène. Mais c'est juste que j'en ai trouvé 10 qui sont un petit peu plus marquantes pour moi. Peut-être qu'elles s'inscrivaient peut-être un petit peu mieux dans le film en question, mais voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout à fait dans mon top 10. Mais honnêtement, si je faisais un top 15, c'est-à-dire 5 crans dessus, je pense que je mettrais cette scène. Vraiment. Donc, sois d'accord, c'est pas parce que c'est pas dans mon top 10 que je trouve que cette scène est mauvaise ou pas géniale, c'est juste qu'il y en a un petit peu plus que 10 qui sont un peu meilleurs que ça pour moi en termes d'impact. C'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà, ça c'est les petits commentaires qu'il y avait à dire. Il y a aussi un commentaire que j'ai vu à plusieurs reprises pour un peu cracher sur le film. Et honnêtement, moi je ne veux pas cracher sur le film pour cracher sur le film. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont compris ça. Voilà, j'ai pas vu grand monde venir se plaindre. Oh, mais comment oses-tu dire du mal du film? Oh. Là, c'est plutôt bien passé le fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de points qui étaient bien réussis, mais que selon moi, il y a des points qui n'étaient pas super bien réussis, qui faisaient que c'était pas un grand chef-d'œuvre. Il y a personne, je crois, dans les commentaires, qui a vraiment pris ombrage de ça et qui s'est dit oh, et comment oses-tu être aussi négatif juste pour être négatif, connard? J'ai droit de temps en temps à ça, et j'y ai pas eu droit, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que j'ai sauté un commentaire comme ça. Bon, il y a eu quelques petites réactions vives, mais par rapport à des détails, pas par rapport à la critique entière en elle-même. Donc c'est cool par rapport à ça. Voilà, j'ai fait cette critique pas pour trouver la moindre excuse pour cracher sur le film. Je trouve que ce film réussit énormément de choses. Vraiment, hein, première moitié géniale, hein, même niveau de qualité que La Planète au Trésor, la première moitié du film, je le pense. Par contre, ouais, la seconde moitié, un peu moins. Pas tout à fait, hein, pour moi. Et donc... Il y a donc une critique qui a tendance à être la critique massue de base qu'on a tendance à employer pour cracher gratuitement sur le film. C'est comme quoi c'est un putain de repompage du roi Léo, plagiat. Et ouais, je vais pas m'apesantir grandement là-dessus. J'ai déjà traduit une vidéo de la Chic qui disait à quel point c'était vraiment pas le cas. Et que oui, ça reprend quelques idées visuelles et on se centre sur un lionceau qui grandira, mais une fois qu'on a sauté le pas par rapport à ça, ça raconte pas la même chose, c'est pas du tout les mêmes enjeux, pas les mêmes pas les mêmes trames qui se créent autour de Léo et de Simba. Donc je trouve ça un peu je trouve ça un peu grossier comme critique. Crier au plagiat à la moindre occasion, c'est comme ceux qui crient au plagiat pour Nadia et le secret de l'eau bleue et Atlantide, l'Empire perdu. J'ai toujours pas vu Nadia et le secret de l'eau bleue, donc je peux pas affirmer ça à 100%, mais je pense avec une assez grosse certitude que Atlantide n'a pas bêtement recopié de façon éhontée Nadia et le secret de l'eau bleue. Ça s'est inspiré sans doute de certains points, mais ça n'est pas non plus bêtement recopié, style plagiat. J'avais déjà fait toute une mise au point sur la différence entre copiage et plagiat. On peut s'inspirer et copier un peu certains points sans être totalement un gros plagiat éhonté. Voilà. Donc, c'est pas un bon argument à sortir pour moi, si on veut critiquer le Roi Lion, le fait que c'est un plagiat du Roi Léo. Enfin, bref, maintenant on va passer au gros morceau par rapport à ce film, celui sur lequel on m'a le plus repris, genre ça a composé 60-70% des commentaires, à peu de choses près. Comme quoi, oh mais comment est-ce que j'ose me plaindre des messages sous-jacents maladroits, hein, je les ai pas ressentis moi, et puis bon c'est la nature, ça se passe comme ça, nanana. Donc je vais un petit peu décomposer ça. Alors le problème que j'ai avec ce genre de commentaires, c'est que contrairement à quelques cas à part, la plupart du temps, ça essaye vraiment de faire passer cette espèce de vision des gens qui ont un problème avec ces choses-là, c'est-à-dire les sous-messages de racisme, de sexisme et de pro-monarchie, oligarchie, parce que c'est un peu proche ces deux termes, donc je confonds un petit peu là-dedans. C'est que eux, ils ressentent pas ça. Et donc, ces gens-là, étant donné qu'ils ressentent pas ça, lors qu'ils voient que quelqu'un ressent ça, ils trouvent que c'est abusé, qu'on ne devrait pas penser ça. Parce qu'il n'y a que leur vision qui compte. À peu de choses près, hein. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne quand j'ai vu les commentaires par rapport à ça. C'est surtout par rapport à ce détail-là. On n'a pas insisté sur les autres détails de ma critique. C'est pour ça que c'est une impression qu'on me donne, c'est pas quelque chose non plus qui transparaît réellement totalement.
puisque c'est seulement sur ce détail-là qu'on s'est concentré dans les commentaires. Et puis étant donné que je me suis un peu étendu là-dessus, c'est un petit peu normal qu'on s'étende là-dessus en commentaire aussi, hein, c'est un peu ma faute, mais je tenais à le dire parce que pour moi c'est important, et ça gâche un petit peu le truc, parce que c'est pas un seul problème de message sous-jacent, c'est 3 messages sous-jacents, j'ai du mal à dire ce nom, ouais, messages sous-jacents qui me gênent, quoi, qui s'accumulent un petit peu. S'il n'y en avait eu qu'un seul, je me dirais, ok, ça arrive à tout le monde de faire ces petites maladresses comme ça, hein. Il y a d'autres films qu'on peut pointer de ce genre de petites fautes, mais 3 qui s'accumulent comme ça, pour moi, c'est un petit peu trop. Un petit peu trop. Et ouais, on a donné une excuse à pourquoi c'est comme ça. Et une excuse qui ne marche pas du tout pour moi. Mais bon, on va revenir sur la grosse excuse, le gros contre-argument qu'on m'a balancé. C'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. Alors, juste une chose, en quoi ça justifie le fait que ça peut être dérangeant pour certaines personnes ? Genre, ah, c'est comme ça que ça se passe normalement. Ah, comment ça se fait-il que ça puisse vous déranger alors? Alors, je sais pas. Parce que les animaux qu'on dépeint, on essaye de leur donner des caractères humains, donc qui se détachent beaucoup des caractères des lions tels qu'ils existent réellement. Parce que je suis désolé, les lions n'ont pas ce genre de personnalité développée et de langage articulé poussé, etc. Donc je suis désolé, on se détache quand même pas mal de la mentalité animale des lions, même de la savane en règle générale. Enfin, je sais pas si c'est la savane, mais un truc comme ça. Donc déjà, dès qu'on part sur ce parti pris-là, dès lors qu'on ramène ça aux us et coutumes typiques et sauvages et vulgaires des animaux sauvages, ah ouais, ça fait un peu tâche avec l'espèce d'attachement qu'on est censé ressentir avec ces caractères très humains qu'on leur donne, parce qu'ils ont des caractères très humains, qui sont quasiment jamais présent dans la nature, hein, je suis désolé. Hein. Car ce genre de comportement n'a clairement pas sa place dans un cycle naturel sauvage qui existe vraiment dans la nature, quoi. Donc c'est n'importe quoi déjà de balancer ce truc-là. Quand on crée une dynamique de personnages qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'ils sont dans la nature, pour dire « Ah mais vous savez, on a les us et coutumes de la nature, faut pas voir ça comme un problème pour s'attacher à eux. » Ben non, pour moi ça peut être un problème. Ça peut être un problème, ça. Parce qu'on n'essaye pas de me faire m'attacher à un lion typique, on essaye de me faire m'attacher à un lion humanisé. Hein, pas forcément dans ses traits, même si on lui donne des gros yeux, une expression et qui sont pas très propres au lion qui existe vraiment, hein, mais ouais, ce truc peut être gênant pour certaines personnes par rapport à ça. Et honnêtement, cette excuse de la nature, ça marche que pour un truc, hein, par rapport au message sous-jacent sexiste, avec le rôle des femmes, le rôle des lionnes. Et là, oui, je suis d'accord, c'est comme ça qu'est le rôle des lionnes dans la nature par rapport aux mâles et aux femelles. Complètement d'accord, mais ça justifie pas les deux autres problèmes, hein. Parce que là, vous pouvez pas me sortir l'excuse « Ah mais c'est comme ça dans la nature, hein !» Parce que ça marche pas une seule microseconde maintenant, hein. Les deux autres problèmes étant, d'une part, le message un petit peu raciste qu'on peut voir se découler de ça avec les hyènes, et vous pouvez pas me dire « Ah, les hyènes, elles sont à part parce que c'est comme ça dans la nature ». Non, dans la nature, ça se passe pas une seule microseconde comme ça. Dans la nature, les animaux, ils se regroupent pas pour vénérer leur chef lion, et ils sont pas en putain d'harmonie en sachant qu'il y en a qui vont se faire bouffer par d'autres. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, si vous créez cette espèce de monde où tous les animaux sont en harmonie avec leur cycle de la vie qui se tient bien, je vois vraiment pas pourquoi les hyènes pourraient pas être accueillies au sein de ce groupe-là. Ce sont des charognards, certes, qui se nourrissent la plupart du temps de cadavres qu'on a laissés. Ben ouais, ils pourraient très bien s'inclure là-dedans. Pourquoi ils ne pourraient pas s'inclure là-dedans? En plus des autres animaux, il y en a qui sont beaucoup moins essentiels que d'autres au cycle de la nature. Hein, et les hyènes ne sont pas moins essentielles que d'autres. Donc je ne comprends pas pourquoi elles ne pourraient pas être incluses là-dedans. Et elles sont pas incluses là-dedans parce qu'on a créé une histoire où elles doivent être des parias, des espèces de pique-assiettes qui foutent le pays en l'air de par leur nature. Et c'est un trait caractéristique du film, ça n'a rien à voir avec la putain de nature, hein.
Donc votre argument de nature, vous pouvez vous le mettre dans le cul, hein, pour ça. Vous pouvez vraiment vous mettre dans le cul. Hein. Après, une fois de plus, on soit d'accord, c'est pas du tout l'intention voulue par les créateurs. Et je pense pas une seule microseconde que ça affecte le jeune public qui verra ça. Mais dès lors qu'on analyse un petit peu en profondeur le film, je suis désolé, il y a ce message qui transparaît. Pour moi, ça se remarque un petit peu quand même. Et enfin, le message sur l'oligarchie, pro-oligarchie, pro-monarchie, ben c'est pareil. Alors, moi je veux bien qu'il y ait juste une famille de lions qui se charge d'une meute de lions, mais il se charge pas juste d'une meute de lions, il se charge de toute la savane. Tout le monde lui obéit, tous les animaux viennent le voir pour les problèmes, etc. On n'est clairement pas dans un système qui est proche de celui de la nature. Les chefs lions se chargent de tout ce qui se passe dans leur savane, de la vie de tout le monde. C'est eux qui gèrent toutes les grandes décisions qui affectent tous les animaux. C'est pas comme ça que ça se passe dans la nature, hein. Ils font des décisions qui affectent seulement leur troupeau, leur meute de lions. Donc c'est complètement con, une fois de plus, l'argument c'est pas comme ça dans la nature, hein. On crée clairement pas une situation qui est propre à la nature par rapport à ça. Et donc par rapport à cette situation où on a une famille de lions, hein, au sang noble, qui se charge de tout diriger, j'ai envie de dire, ouais, quand on se retrouve dans une situation où à cause de ce système, ça fout tout le pays dans la merde, eh ben il y a moyen de renverser ça. Voilà, il y a moyen de dire, peut-être passer à autre chose, hein. Ce système est peut-être un petit peu merdique pour gérer toute la savane, tout le pays, pas seulement le groupe des lions, mais tous les groupes d'animaux qui vivent là. Et ouais, c'est un problème pour moi, c'est pas rien. À nouveau, c'est clairement pas voulu comme étant un message pro-oligarchie, pro-monarchie qu'on veut pas faire passer, mais c'est gênant. C'est gênant en arrière-plan, ça. Et ouais, ça vous gêne pas, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous analysez pas en profondeur le film, je suis désolé, hein. Ou alors que ce genre de truc vous dérange pas et vous laissez passer un peu plus simplement, mais sérieusement, ne prenez pas de haut les gens pour qui ça pose un problème, merde. Parce que lorsqu'on part dans ce genre de considération, on évite ficher rapidement de façon super pas réfléchie comme SJW. Je déteste ce terme, c'est une espèce d'insulte fourre-tout qu'on balance dès lors qu'on entame un sujet qui nous plaît pas. Et c'est un sujet un petit peu moral qui nous plaît pas. Et ouais, quoi, on essaye de critiquer la fermeture d'esprit de ces gens-là qui se braquent sur tel truc, alors que les personnes que ça gêne pas, elles se braquent de la même façon en disant « Oh, mais comment vous pouvez ne pas aimer ça? Moi, je vois pas le problème, alors vous devrez pas avoir de problème. » Eh ben non, vous voyez pas de problème, tant mieux pour vous. Mais prenez pas de haut les gens qui voient un problème à ça. Et ne dites pas que c'est des gens qui cherchent la petite bête, ils ont peut-être une façon d'aborder le film différente de la vôtre. Et c'est pas en balançant des excuses à la con comme « ça se passe comme ça dans la nature » que vous allez aller très loin par rapport à ça. Voilà, je tenais à rebondir énormément parce que cette espèce de ton pédant que j'ai lu à quelques reprises dans les commentaires comme quoi ah, tout ça marche comme ça dans la nature, il n'y a pas à se plaindre de ça, c'est normal, ah, ça renseigne sur comment ça se passe dans la nature, je trouve que c'est une connerie abyssale parce que ça se passe comme ça dans la nature quoi pour quelques micro-détails, mais globalement tout ce que nous montre le film, ça se passe pas comme ça dans la nature. Et honnêtement... Dernier point par rapport à ça avant de terminer, parce que je sais que j'ai dû en énerver certains, mais le fait est que créer ce genre de lien avec ce qui se passe réellement dans la nature, ça peut vraiment poser un peu de problème pour l'immersion, pour l'attachement envers nos personnages, à cause de ces pratiques très sauvages, réelles, naturelles, en contraste avec donc l'histoire plus humaine qu'on essaye de raconter à côté. Et dès lors qu'on réfléchit un petit peu au cycle sauvage, au cycle naturel des animaux, comment ils se comportent, à chaque fois on pourrait se dire ouais mais à ce moment-là ça pose problème. Par exemple, 1001 pattes, on se pose pas la question parce que c'est jamais mis sur le tapis ou quoi que ce soit, mais on est d'accord que la princesse Ata, quand elle deviendra reine, elle se fera tronquer par tous les autres fourmis pour pondre des tas d'œufs à la chaîne. Et ouais, c'est pas très joyeux quand on y pense, hein, mais c'est comme ça que c'est censé marcher, une reine de... une reine de troupeau de fourmis, je sais plus exactement, c'est pas troupeau, j'ai toujours du mal avec ça. Bref, et on se pose pas la question pour une raison toute simple, c'est parce que ce n'est pas du tout mis en avant une seule seconde, on ne fait pas du tout réfléchir à
ce truc naturel chez les fourmis au sein du film. Et donc c'est pour ça que c'est pas trop gênant. Mais au sein du Roi Lion, justement, on nous fait réfléchir à ce truc naturel au sein du film, avec les lions qui doivent être les boniches des lions. Et tu te dis, ouais, si, les lions sont un peu des connards en fait. Ça me donne pas trop envie de m'attacher à eux finalement. Alors que si on avait insisté sur ce truc-là dans Mille et une pattes avec la princesse Atta, on se dirait, ouais, je sais pas trop si j'ai envie d'être du côté de ces fourmis-là en sachant ça en fin de compte. Je sais pas trop. Voilà, c'est le genre de truc. À nouveau, hein, si vous arrivez à pas tenir compte de ça et vous dire, ah, je prends l'histoire telle qu'elle est. Et ah tiens, ouais, à côté, il y a ces petits trucs un peu éducatifs sur comment ça se passe dans la nature. Et je fais complètement l'impasse entre le lien avec ces deux-là. C'est-à-dire, ah, je prends vraiment les deux trucs complètement à part. Ok. Par contre, il y a des gens qui feront le lien avec les deux et qui verront que le mélange aide pas trop à s'immerger totalement dans les personnages. Et je dis bien totalement, nous sommes d'accord, j'ai mis 15 sur 20 à ce film, j'ai pas mis une note de merde. C'est un petit truc qui me gêne un petit peu dans l'immersion, mais c'est pas un truc qui me fait dire « Ah, c'est de la merde !» Clairement pas, très loin de là. Très loin de là, mais c'est assez gênant, hein, parce que ça s'accumule surtout. Donc voilà, ça c'était le gros sujet polémique, et on va entamer avec le deuxième gros sujet polémique autour du Roi Lion 2. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui réagissent mal à cette critique, parce que j'avais entendu à de nombreuses reprises à quel point c'était genre pour eux la meilleure suite Disney Toon. Kiara est le seul personnage Disney Toon à avoir été choisi dans un sondage parmi les 10, dans un top 10. Donc c'est dire à quel point ce film a autant marqué, quoi. Le seul film Disney Toon que les gens ont tendance à mettre en haut du panier et à considérer comme un film vraiment méritant. Et je trouve pas qu'il soit meilleur que d'autres. Hein. Vraiment. Mais il y a eu pas mal de gens qui ont été un peu déçus, que je dise du mal, que je me plaigne de certains trucs, de continuité, etc. En disant, oui, il y a un commentaire je ne sais plus de qui s'est plaint que ouais mais attends les problèmes que tu notes on les voit aussi dans d'autres films Disney Toon, là quand même je trouve que ça le fait mieux. Ok, alors d'une part quand ces problèmes apparaissaient dans ces autres films Disney Toon, ça m'a pas empêché de me plaindre dessus. À quel moment je me suis pas plaint des problèmes de continuité, de niaiserie, de mauvaise mise en scène, de mauvaise gestion des choses dans les autres films Disney Toon que j'ai critiqués. À quel moment, vous pouvez me le dire? À quel moment je me suis montré super coulant avec ces trucs-là dans les autres films Disney Toon? Je sais pas, il y a un moment donné, il y a quelqu'un, il me semble que c'est la même personne, qui s'est un peu plaint de dire que ouais, j'étais assez leste avec le postulat Notre-Dame 2. Ok, quand? Ok, j'ai été un peu gentil dans son top retour parce que je sais pertinemment que c'est considéré comme la pire merde que Disney Toon a produite pour beaucoup de gens. Et pour moi, c'est excessif. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ouais, calmez-vous, je trouve à titre personnel que c'est pas aussi affreux que ça. Mais dans la critique du film, revoyez-la et osez me dire quand est-ce que j'ai retenu mes coups quand je trouvais qu'un truc était nul dans ce film, hein. Dites-le moi. J'ai craché sur ce film à chaque occasion que j'avais de cracher dessus pour moi. Alors oui, je me suis pas étendu sur certains points que des gens ont trouvé affreux, que j'ai pas trouvé aussi affreux, comme le coup de la cloche, mais finesse, j'ai craché sur le film Le Bossu de Notre-Dame 2, hein. Son animation assez naze, certains détails, certains délires que j'ai trouvé mal foutus, je trouve que que je me suis assez plaint de ce film-là. Hein. Arrêtez de faire comme si j'étais super leste avec ce film, alors que j'ai été aussi vache qu'avec énormément d'autres films, quoi. Un film, j'en ai rien à foutre d'où il provient pour critiquer sa qualité, hein. Que ce soit Disney Toon, Disney, Pixar, j'en ai rien à branler. Si je trouve qu'il y a un truc qui est mal fait, qu'il y a un truc qui est pas bien développé, etc., je le précise. Et c'est pareil avec Le Roi Lion 2, hein. J'ai trouvé qu'il y a énormément de trucs qui étaient expédiés et pas super bien foutus. La continuité était pas très bien faite. Ben voilà, je les ai pointés. Venez me contredire par rapport à ça, venez pas vous plaindre, oh, mais je te trouve trop dur avec ça, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je suis désolé, c'est pas un bon argument, hein. C'est le mec qui se plaint que, ah mon dieu, j'adore ce film, comment il ose en dire du mal, une fois de plus. Et étant donné que c'est un film qui a un statut un peu particulier par rapport aux autres, j'étais sûr que j'aurais des problèmes par rapport à ça. Mais honnêtement, ouais, j'ai vu quasiment aucun argument
pour contredire ce que j'avais à dire. À part, il y a des gens qui trouvaient que le couple Chiara Kovu était mignon. Ah, tant mieux pour vous, moi je trouve que c'est basique, j'ai vu aucun moment vraiment prenant qui m'a fait m'attacher vraiment fortement à ce couple. Vraiment pas. Et ouais, un truc très subjectif, ouais, les chansons, je les trouve pas aussi géniales que d'autres gens le disent. Elles sont sympathiques, mais ouais, j'ai vu mieux. Et la chanson d'amour entre Chiara et Kovu, vraiment très oubliable pour moi. Hein. Voilà, mais après, c'est pour ça que je m'étends rarement sur ces critiques-là. C'est toujours très personnel ce détail-là. Hein. C'est-à-dire, j'arrive vraiment pas à détailler vraiment bien pourquoi une chanson est réussie ou ratée pour moi. Donc voilà, je suis vraiment pas un mélomane. Ça, les critiques sur les chansons, prenez-les vraiment pour les critiques d'un type du boulanger du coin qui donne son avis rapide par rapport à ce qu'il entend et ses compétences très limitées. Hein. Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît en musique et qui pourrait vous dire en quoi c'est bien foutu dans la rythmique ou dans le choix des paroles, n'hésitez pas. Personnellement, en termes de paroles, j'ai pas vu grand chose de superbe dans cette chanson, personnellement, mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez quelque chose de superbe dans la chanson de Chiara et Kovu. Mais qu'on soit d'accord sur un point, et c'est ce qui fait que ce film a eu plus de la moyenne, c'est que de tous les films Disney Toon, c'est celui à aborder des thèmes vraiment matures, hein, les thèmes les plus matures qui sont abordés dans un film Disney Toon. C'est évident, totalement d'accord. Voilà, on parle de traîtrise, de meurtre. Il y a deux morts dans cette suite Disney Toon. Ça arrive très rarement qu'on montre des morts dans un film Disney Toon, dans une suite Disney Toon. Et là, oui, on montre deux morts qui, si on les prend vraiment à part comme ça, sans le contexte, sont assez violentes. Dans le contexte, je trouve qu'elles sont pas super bien amenées, mais si on les prend à part, elles sont bien violentes, hein, indépendamment. Et ouais, c'est plus sombre que d'habitude, c'est clair et net hein, pour un film Disney Toon. Par contre, ouais, c'est bien beau d'avoir des thèmes plus sombres, plus matures. Si on sait pas bien les gérer, pour moi, c'est un film un peu pâteau. Et c'est ça le truc, ça sait pas bien gérer ces thèmes sombres. C'est bien beau d'avoir de bonnes idées, si vous savez pas bien les exploiter, les développer, pour moi, ça n'a pas autant d'impact que ça pourrait. Hein. Et je peux comprendre que vous soyez attiré par les thèmes forts que ça a proposés. Personnellement, j'apprécie comment il proposait les thèmes forts, mais je trouve que vous avez vraiment pas su bien les développer. Hein. Vraiment. Et c'est ce qui fait que c'est assez frustrant ce film, parce que je pense que si on avait vraiment bien réfléchi à comment développer les thèmes en question, les personnages, les bons dilemmes, c'est-à-dire le dilemme de Kovu qui est beaucoup trop expédié par moment, ça aurait pu être cool, mais c'est pas le cas. Et ouais, il y a une autre défense qu'on a faite par rapport au film à deux trois personnes qui ont mis sur le tapis l'univers étendu. Alors, je ne savais pas qu'il existait un univers étendu du Roi Lion en dehors des films et des séries, mais ça existe. Il existe un univers étendu au Roi Lion. Alors, ça, c'était intéressant. Hein. Je remercie les personnes qui m'ont informé là-dessus, mais je vais vous dire un truc, ça m'a pas vraiment convaincu de ce que vous m'avez montré pour revoir la qualité du film, parce que d'une part, je vais dire un truc, je considère qu'un film au sein d'une trilogie de films se juge par rapport à sa place au sein de cette trilogie de films, mais un film par rapport à un univers étendu où il y a des BD, je sais pas, des histoires, etc., des fanfics, je sais pas exactement comment est fait cet univers étendu en fait. Je sais même pas s'il est vraiment parfaitement officiel ou pas. Bref, ça c'est pas pareil parce qu'on a des supports totalement différents. Donc ouais, l'univers étendu que vous avez créé autour de la backstory, autour de ces différents personnages, etc., tant mieux pour vous si vous jouez ce film par rapport à ça et si vous arrivez à plus l'apprécier par rapport à ça. Et je ne vais clairement pas me situer au-dessus de vous parce que je vois pas ça comme ça. Au contraire, hein, vous avez parfaitement le droit et c'est cool, ça vous donne une expérience totalement différente de la mienne. Mais c'est pas pour ça que je vais renier le fait que moi, j'ai vu ce film sans m'intéresser à l'univers étendu, et honnêtement, il m'a pas particulièrement donné envie de m'intéresser à l'univers étendu. Hein. Donc déjà, il fait pas super bien son job par rapport à ça. Et ouais, déjà, c'est le truc, mais ce qu'on m'a raconté sur l'univers étendu, je trouve pas une seule seconde
par rapport à ce qu'on va raconter, donc que ça enrichisse le film. Au contraire, je trouve que ça rend les choses pires. Parce qu'il y a deux détails sur lesquels on m'a mis au parfum par rapport à cet univers étendu. C'est d'une part Vitani, le personnage de Vitani qui est super expédié et super frustrant. Sur le principe, je suis sûr qu'il aurait pu être très intéressant, mais on passe tellement peu de temps sur elle que sa décision à la fin n'a aucun poids et sort comme un cheveu sur la soupe. Donc, voilà, c'est là, tout d'un coup, je décide que j'en ai marre et je veux être gentil. Et on a décidé de créer une espèce de backstory détaillée sur Vitani pour essayer de la rendre plus complexe. Et honnêtement, je trouve pas une seconde que ça la rende plus complexe. Je trouve que ça rend ça ultra glauque pour rien, en fait. Parce que voilà, dans l'univers étendu, Vitani serait la fille de Nala qu'elle aurait eue avec Scar lorsqu'il régnait et apparemment il l'a violée pour ça. Donc c'est une enfant du viol et Nala a décidé d'abandonner cet enfant innocent qui n'y est pour rien dans les terres interdites parce qu'elle ne pouvait pas supporter sa vue. Waouh! C'est ultra sombre, ultra glauque, pour rien. Et ça se repose sur un micro-détail. Parce que, une fois de plus, d'après ce que j'ai compris, je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me reprendre, d'après ce que j'ai compris, l'univers étendu s'est fait après le second film. Et donc, il y a des gens qui, semble-t-il, hein, peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me reprendre, qui ont interprété ça comme ça par rapport à la mini-discussion qu'ils ont lors du combat final, lorsque Nala s'apprête à combattre un petit peu Vitani super rapidement et elles disent leur nom, Nala, Vitani. Voilà, une conversation. Ah, ça veut dire qu'il y a un passé entre elles. Oui, ça veut juste dire qu'elles disent leur nom en étant énervées, en rogne. Sur passé, poussé si vous voulez. Hein, interprétez n'importe quel micro-détail comme vous voulez. Hein, si ça vous arrange, mais personnellement, moi ça m'a pas lancé grandement sur quoi que ce soit. Hein, mais c'est ça qui vous a donné envie, en tout cas, c'est ça qui a lancé le truc comme quoi il y a un passé super grave entre ces deux-là. Et le passé super grave, c'est que ce serait sa fille née du viol de Scar. Voilà, alors déjà, ça me surprend pas une seconde que si c'est officiel que Disney n'ait pas voulu garder ça dans le film. C'est pas étonnant, hein, je trouve que ça aurait été un petit peu trop pour eux. Même dans un film Disney tout court, même dans un film Pixar, je pense pas qu'ils auraient osé aller jusque-là. Vraiment pas, hein, ça m'aurait surpris, vraiment surpris. Hein. Donc ouais, et je comprends pas l'intérêt de la chose, quoi. C'est juste pour une micro-conversation un petit peu enragée entre elles, qui va pas plus loin que ça, je vois pas en quoi ça appuie grand-chose. Ça aurait pu être là ou comme pas être là, donc ouais, peut-être que vous développez quelque chose d'intéressant dans l'univers étendu, mais dans le film, ça va rien appuyer du tout de savoir qu'il y aurait ce passif-là entre Vitani et Nala. Mais le plus gros truc qu'on m'a dit dans l'univers étendu, et honnêtement ça m'a fait délirer quand j'ai su ça, parce que pour moi c'était genre le truc qui rend l'histoire encore plus incohérente. Vraiment, c'est le fait que Nala et Simba n'ont pas donné naissance à 2 enfants, mais à 3. Enfin, 1 ou 2, enfin ça dépend, je sais pas si Kayon était prévu à la base dans l'univers étendu. Honnêtement, je m'en tape. Vraiment, je m'en tape. On sent clairement que ça a été pensé après Kayon. Hein. Vraiment, je pense pas une seule microseconde que ça a été pensé dans le film Le Roi Lion 2. Hein. Vraiment pas une seule microseconde, quoi. Ça se fout de ma gueule, ça. Dans l'univers étendu, ils ont eu un premier enfant, Nala et Simba, qui s'appelle Kopa. Donc ça veut dire que le nom de famille de la famille, c'est Cabana. Bon, blague pourrie mise à part, ouais, c'était censé être le premier enfant de Simba et Nala, mais dans l'univers étendu, il a été tué par Zira. Voilà, et ça explique davantage l'animosité entre eux, sachant que Zira l'a fait parce que Simba l'a banni à la base, quoi, il me semble. Et donc, ouais, c'était leur premier enfant, et après, ils ont eu Kiara. Alors, à nouveau, n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, mais c'est comme ça que ça a été décrit dans le commentaire. Donc, ouais, et c'est bien joli, mais c'est le truc
La raison pour laquelle on a spécifié ça, c'est pour justifier le petit problème de continuité. Et quand je dis c'est petit problème, c'est petit. Hein. Si vraiment il n'y avait que ce genre de problème de continuité entre le Roi Lion et le Roi Lion 2, je vous jure, j'aurais aucun souci. Hein. Vraiment aucun souci à ce niveau-là. C'est par rapport au fait que la mise en scène de fin de la naissance de Lionceau à la fin du Roi Lion 1 est différente. C'est pas montré de la même façon que dans le début du Roi Lion 2. Ça sent la théorie, vous connaissez ce genre de théorie dont j'ai déjà parlé, qui sert juste à justifier une espèce de petite erreur qu'on voit. Ah ben en fait c'était pas le même. C'était la naissance du premier enfant, mais ce premier enfant il est mort, il a été tué par Zira. Et lorsqu'on voit la naissance dans le second film, eh ben c'est le deuxième enfant, et donc c'est normal que ce soit pas la même mise en scène puisque c'est pas les mêmes enfants. Voilà, c'est bien joli, hein, ça peut justifier ça, mais il y a un gros problème par rapport à ça, ça amène énormément de gros problèmes pour moi à côté, hein. Vous justifiez un petit truc qui me gênait à peine, je précisais ça histoire d'eux, mais ça me gênait à peine, c'était pas gravissime, hein. Quand vous m'entendez râler un petit peu sur quelque chose dans une critique, ça veut pas dire que c'est forcément gravissime à chaque fois, nous sommes d'accord. Vous remplacez ce détail-là, vous corrigez ce détail-là pour amener des problèmes encore plus gros que ça. Parce que putain de merde, si Koppa a été tué par Zira, comment se fait-il que Simba accepte comme ça de vouloir reprendre tout le monde à la fin? Surtout Zira, il a l'air partant pour reprendre Zira dans la meute avec tout le monde, et honnêtement à sa place je dirais merde quoi, je reprends pas celle-là, il mérite de crever, je la laisse dans son coin. Et c'est une espèce de haine pour Zira, je la trouve limite sous-joué dans le second film à ce niveau-là, parce que honnêtement, à sa place, j'aurais encore plus la rage envers elle. Mais le gros problème que j'ai par rapport à ça, c'est la différence d'âge que ça crée entre Kiara et Kovu. Parce que, bon, déjà, il y a un problème que j'ai assez important par rapport à ça, le fait que Kovu soit pas le vrai fils de Scar, mais le fils adoptif, celui qu'il a dessiné comme son successeur, etc. Et donc ça amène quelques petits soucis par rapport à ça. Ça veut dire que avant la fin du Roi Lion, c'est-à-dire avant que Scar meure, elle était forcément déjà enceinte. Zira, et de façon un peu poussée. Donc au moment où il meurt, quoi, il est en passe de naître, au moins en passe de naître, Kovu. C'est minimum, ou limite, il est déjà né. Et ce qui me paraît un peu plus logique, je vois pas pourquoi Scar le reconnaîtrait comme son fils, son héritage légitime, sans l'avoir ne serait-ce que vu à sa naissance, quoi. Ça me paraît la moindre des choses à envisager. Tiens, c'est cet enfant, j'aimerais bien le voir avant de dire que c'est mon héritier précis. Parce que déjà, si c'est pas le cas, je vais dire un truc. Ça veut dire que la signification du passé de Kovu n'a plus aucun putain de poids. Aucun putain de poids. Il a été désigné par Scar sans être son fils et sans même que Scar le voie. Donc c'est l'héritage de Scar, mon cul, va te faire foutre, hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Comme je l'ai dit, quoi, ça aurait été tellement plus fort si ça avait été le fils de Scar. Mais voilà, ça c'était le petit détail à la con, mais le truc par rapport à ça, c'est que ça restait un peu raccord cohérent par rapport à la différence d'âge entre Kiara et Kovu, si on part du principe que genre quoi, à peine il a eu accès au trône, il a engrossé Nala et puis elle est née je sais pas combien de temps plus tard, à nouveau je sais pas la période de gestation des lions, et donc ils ont un âge sensiblement différent. C'est-à-dire que peut-être que Kovu était genre encore dans le ventre de sa mère à ce moment-là, ou même il venait de naître, et à ce moment-là, ça ne ferait pas une trop grande différence d'âge entre eux, et ça collerait le fait qu'ils soient du même âge. Hein, lorsqu'on les voit enfants, ils ont à peu de choses près le même âge, quoi, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, si vous m'inventez un enfant qui est né avant Kiara, c'est-à-dire le premier enfant de Nala et Simba qui est né avant Kiara, ça veut dire qu'il y a eu toute une période où un enfant est né, où il est mort, où ils ont dû en faire un autre enfant. Donc Kiara devrait être beaucoup plus jeune que Kovu, il devrait pas être sensiblement du même âge, hein, si vous m'inventez cet enfant Koppa. Donc voilà, c'est la grosse incohérence que ça amène, cette espèce de délire d'univers étendu, hein, ce que vous m'avez présenté en tout cas. Et ça, je ne trouve pas une seule microseconde
que ça enrichisse grandement le propos du second film. Mais à nouveau, hein, c'est ce que vous m'avez présenté, hein. Peut-être que d'autres trucs dans l'univers étendu enrichissent mieux, mais là, ce que vous m'avez présenté, moi, ça rend pas le film particulièrement plus fort. Mais voilà, je reviens sur ce que j'ai à dire sur ce film. Je trouve clairement pas que ce soit un film mauvais. Je trouve que c'est dans le panier du haut des Disney Toons, parce qu'à nouveau, les Disney Toons, globalement, ils sont pas super réussis. Hein. C'est rare qu'on dépasse les 10 avec eux. Et donc, ouais, il y a beaucoup de films Disney Toons qui sont beaucoup moins réussis que ça. Mais je trouve qu'il y a quelques films Disney Toons, ci et là, qui sont plus prenants, mieux réussis. Bambi 2, je trouve mieux réussi dans son propos, et je trouve que c'est moins empoté. Certes, ça va moins dans des thèmes forts et matures, mais je trouve que ça les gère beaucoup mieux. Et puis bon, mine de rien, le thème de Bambi 2 est assez mature, hein, puisque c'est le deuil quand même. Je trouve qu'Aladin 2 et Aladin 3 racontent des histoires simples, mais savent bien les raconter, avec vraiment des personnages qui brillent bien, et il n'y a pas autant de gros problèmes, de grossièreté, d'incohérence là-dedans. Et ouais, je m'attache plus aux personnages aussi. Je trouve que Cendrillon 3 est de loin la meilleure suite Disney Toon, parce qu'on a su créer une histoire forte et prenante, avec des développements de personnages vraiment saisissant et convaincant. Et ouais, ça n'a pas été grandement le cas pour le Roi Lion 2. Je salue un petit peu les thèmes matures et forts que ça veut tacler. Je salue pas la façon dont il les tacle, hein. Vraiment pas. Voilà, hein, ça reste correct parce que ça tacle des trucs forts et qu'il y a quand même quelques moments que j'apprécie. Les chansons sont pas mal. J'en reparle, je suis pas doué pour voir en détail le visuel, mais visuellement c'est quand même bien foutu, quoi. C'est pas le plus réussi, je trouve que Bambi 2 s'en tire mieux à ce niveau-là, mais ouais, quand même, il y a un travail sur le visuel qui est pas mal, hein, vraiment, surtout par rapport au jeu d'ombre, quoi. Le fait que, à quel moment certains personnages sont touchés par l'ombre, de quelle façon, sous quel angle, je trouve que c'est bien pensé. Voilà, j'en ai parlé rapidement, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. Et voilà, si vous me faites un rappel pour parler des meilleurs points du Roi Lion 2 hein, en top retour, je peux vous assurer que le jeu d'ombre et de lumière, il sera bien placé normalement, hein, parce que visuellement, c'est quand même très, très bien foutu dans ce film. Mais ouais, je trouve qu'en termes d'histoire, on a fait mieux, hein, on a fait mieux. Et ouais, je compare ça au Roi Lion, il y a une personne qui s'est plaint ça, oui, je compare ça au Roi Lion, tout comme je compare n'importe quelle suite Disney Toon au film de départ qui existait déjà, hein. C'est ce que j'ai fait à chaque putain de fois que je traitais un film Disney Toon, hein, Enfin bon, ça nous amène au troisième film plus léger. Hein, je sens vraiment que je vais avoir des tonnes de commentaires enragés par rapport à ce que j'ai dit, mais ouais, je tenais à défendre mon point de vue comme d'habitude. Hein, quitte à faire dans le pas populaire. Et donc, ouais, là par contre, les gens ont été plutôt d'accord avec moi concernant le Roi Lion 3. Il n'y a pas eu de grandes disputes. On m'a pas repris sur grand chose par rapport à ça. Je le redis, je trouve que ça a le cul entre deux chaises et que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça ne l'est si c'était parti à fond, soit dans un film beaucoup plus raccord avec le premier, hein, parce que d'autant plus qu'on a fait l'effort de prendre visuellement, en termes d'animation, quelque chose de très proche, de très bien foutu, de très lisse, qui est quasi similaire au film de base, quoi. C'est vraiment, on s'y croit. Et on va pas à fond là-dessus, ça part trop dans des délires qui sont pas raccords avec le premier film, soit aller à fond dans le délire complet, quoi. Foutre en l'air la continuité, aller à fond, se jeter à fond, et c'est pas ce qu'on fait. On fait un truc entre deux, et ce truc entre deux, il est pas mal, hein. Mais ouais, j'ai vu mieux en termes de comédie, on aurait pu faire mieux, en fait. Si on était parti à fond dans une voie, plutôt que d'aller entre les deux, d'osciller entre les deux voies. En dehors de ça, comme je dis, pas grand chose à dire. À part qu'on m'a repris sur le coup de Mangousque Suricate. Punaise. On va revenir là-dessus, sur le délire de moi qui sait pas parler, qui sait pas reconnaître, différencier les animaux entre eux. Je commence à être blasé par ça, je vous cache pas. Le truc avec Timon, c'est que j'ai très longtemps été faussé par le fait que Timon était une mangouste. On disait, Timon arrêtait pas de dire qu'il était une mangouste dans le troisième film, mais
assez récemment, il y a quoi, 5-6 ans de ça, j'ai entendu pas mal de gens se plaindre, ouais mais c'est n'importe quoi, c'est un suricate, Timon, c'est pas une mangouste. Donc, faut arrêter de dire ça, c'est n'importe quoi comme terme. Donc, ouais, ça a fini par me rester. En fait, c'est un suricate. Et puis, après avoir vu la série La Garde du Roi Lion, on dit bien que c'est un suricate. Donc, je dis, ok. Et ben, en fait, non, c'est pas pareil. C'est vrai et faux parce que, d'après certaines personnes, les suricates sont juste un cas particulier de mangouste. Donc, les mangoustes, c'est une sorte d'espèce et les suricates, c'est une, c'est une race parmi cette espèce ou je sais pas trop quoi. Et donc on n'a pas été de me reprendre lorsque j'ai essayé de jouer un petit peu là-dessus. Ah, mais vous dites que c'est une mangouste alors que c'est censé être un suricate. Ah, je fais une blague. Mais non, c'est pas ça, une mangouste, un suricate c'est un type de mangouste. Ok, je passe pour un con par rapport à ça comme d'habitude. Ah, vivement que je fasse plus de films avec des animaux qui sont mis au centre parce que je me plante tout le temps, quoi. Honnêtement, je pense que c'est un truc, faut vraiment que je me décide. J'arrête de parler des animaux, quoi. Vraiment, le plus possible, hein, sauf quand c'est vraiment mis en avant et que c'est des animaux simples, genre éléphant, lion, chat, y a pas de problème. Par contre, les détails de ce genre-là, je laisse tomber maintenant. Je laisse tomber. Et je suis bien content de pas reprendre des séries comme La Garde du Roi Lion par la suite, parce que je sens que ça va être problématique, vu qu'on m'a repris aussi sur un détail par rapport à ça. J'ai dit léopard au lieu de jaguar, ou l'inverse, je sais pas. Je m'en fous, honnêtement, je m'en tape. Ça m'apportera rien, je vais pas m'intéresser davantage à ces animaux-là, mais voilà quoi. J'ai dit léopard au lieu de jaguar ou l'inverse. Parce que j'avais lu sur Wikipédia, je sais plus jaguar ou léopard, mais à un moment donné, lorsque j'ai fait ma description de l'épisode en question, j'ai mis jaguar en premier puis léopard en second et je me suis dit si il faut bien que lorsqu'on dit ça, je me suis trompé, je me suis dit oh j'ai dû prendre le bon premier mot la première fois et puis voilà je corrige ça dans ma deuxième itération et ben non c'était le contraire. Voilà, j'ai fait une connerie par rapport à ça quoi. Moi les animaux, les spécificités de ce genre, ça me passe par-dessus la tête. Et ça me gave de plus en plus de me faire corriger là-dessus. Et le problème vient de moi. Hein. Je devrais arrêter de faire ça. Je devrais le plus souvent dire cet animal-ci, cet animal-là, je me casse plus les couilles. Je les nomme plus par ce qu'ils sont parce que je suis pas sûr de ce qu'ils sont. Voilà. Sauf quand je suis vraiment sûr et certain et que c'est simplissime. Voilà. Je le fais plus maintenant. J'en peux plus. J'en peux plus de ça. Sinon, ouais, rapidement, par rapport à Timon et Pumba, puisque bon, j'avais fait une petite, un micro début de critique sur Timon et Pumba, lors de ma critique du Roi Lion 3. Ouais, j'en ai vu une quinzaine d'épisodes quand ça passait à la télé. Je trouvais ça sympathique, pas transcendant, mais j'appréciais le concept. C'était Timon et Pumba qui vivaient des aventures ultra farfelues et qui allaient super loin. Type cartoon totalement décomplexé qui allait à fond et je trouve que le problème qu'il y avait avec cette série c'est que bon on sentait que c'était assez inégal par rapport au fait que ouais, ça s'écrivait très vite les épisodes hein, c'est comme les épisodes d'Hercule on doit les enchaîner très vite et donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi niveau écriture mais des fois les gags passaient très bien et c'était cool et le second problème c'était le budget qui permettait pas des trucs avec un impact super fort en termes de comédie en termes de visuel. Et je trouve qu'on aurait pu arranger ça, faire quelque chose de bien plus poussé grâce au Roi Lion 3 justement, où on aurait pu partir à fond dans le délire et avoir le budget qui va avec. C'est dommage. Mais bon. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette série honnêtement. Hein. C'est une série de gags, tout simplement, qui se prend quasiment jamais au sérieux. Et ouais, c'est censé être du pur délire et ça fait bien son taf. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça correspond bien aux personnalités de Timon et Pumba, de ce que je m'en souviens, à nouveau ça fait des lustres. Et je vois pas grand chose à préciser davantage. Voilà, je vois pas ce qui pourrait me permettre de faire un Disney film particulièrement poussé par rapport à ça. Donc je vois pas l'intérêt de vraiment me pencher là-dessus hein, par rapport à mes souvenirs une fois de plus. Et puis de toute façon, je ne trouve pas les épisodes. Donc, c'est l'excuse, Massu. De toute façon, je peux pas trouver les épisodes. Hein. J'arrive pas à les trouver nulle part, donc c'est pas grâce à ça que je vais aller très loin. Donc,
Enfin bref, il nous reste plus qu'à parler de la fameuse série La Garde du Roi Lion. Et ouais, là non plus, ça va être plutôt court par rapport au reste, parce que j'ai pas eu particulièrement de grandes réflexions, de grands commentaires qui m'a grandement interpellé. Je me rends compte quand même que ça divise un petit peu, hein. Il y a des gens qui trouvent que c'est une insulte par rapport à la franchise, des gens qui ont été vraiment pris dedans et qui aiment beaucoup cette série. Moi, je suis pas accroché, mais une fois de plus, parce que c'est une série pour gamins. Mais une série pour gamins bien faite, hein. Mais totalement pour gamins. Ça essaye très peu de cibler les plus adultes, hein, d'être familial. Ça fait juste euh, de l'ambiance très puérile, très enfantine, mais pas mauvaise. Vraiment, il y a des ambiances enfantines qui donnent vraiment l'impression de prendre son public pour des cons et d'être une espèce de, vous savez, de trousseau de clés qu'on leur agite à la figure, histoire de faire passer le temps. Ça va plus loin que ça essaye d'enseigner des morales, ça met en avant la faune africaine, et ça enseigne des trucs, et ça crée des personnages qui sont des bons modèles. Les personnages principaux, si on ne compte pas Bunga, apparemment les gens détestent Bunga, je suis pas le seul, je suis content. Si on compte pas Bunga, les personnages centraux sont de bons modèles à suivre, hein. Il y en a qui sont un peu chiants, mais c'est des bons modèles quand même. Donc ouais, c'est une bonne série pour enfants. Après, pour adultes, honnêtement, enfin un peu familial, je sais pas, ça mérite pas vraiment le titre de série familiale pour moi, cette saison 1. Et ça me fait venir à une question qu'on avait déjà posée pour réponse la série animée. Et bon, c'est un peu plus ou moins pareil normalement pour cette série-là. Est-ce que je traiterai la série en entier à un moment donné? C'est prévu pour réponse. J'en avais parlé à ce moment-là. Quand la série sera terminée, et ben je ferai une critique complète de toute la série. Et donc là, c'est vraiment un premier aperçu de la première saison. C'est un truc que je ferai aussi avec DuckTales, la série récente. Je ferai un aperçu de la première saison et dans l'absolu, quand la série sera terminée, enfin s'il y a plusieurs saisons aussi, parce que je sais pas exactement comment c'est prévu ce truc-là, et ben je ferai une critique complète. Normalement, hein, c'est ce qui est prévu, hein, je peux pas l'assurer à 100%, mais c'est ce qui est prévu. Après, concernant la Garde du Roi Lion, c'est un peu particulier. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas une série qui cible mon âge, hein. Vraiment, hein. Si je devais vraiment me fier à ce que j'ai vu dans cette première saison, ça mérite pas d'être suivi par un adulte, quoi. Ça mérite d'être suivi par un parent qui est obligé de voir la télé avec ses enfants, ok. Mais un adulte et qui n'a pas d'enfant, ce n'est pas pour lui. Autrement dit, j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt pour un adulte comme moi de traiter en détail toute la série, étant donné que la première saison a bien mis le mot sur le fait que c'est clairement pas pour moi, pour un public de mon âge que c'est adressé. En tout cas, c'est clairement l'impression que ça donne, hein. Si vous êtes adulte et que vous aimez ça, je vois vraiment pas ce qui vous attire particulièrement en tant qu'adulte. Peut-être que ça vous ramène en enfance ou un truc comme ça, mais ouais, non, hein, ça marche rarement ce truc-là, hein, cette approche-là. Donc, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un tout petit peu ce que donne la saison 2, genre les premiers épisodes, et si ça reste sur le même état d'esprit très gamin, très enfantin, qui me donne pas du tout envie de poursuivre en tant qu'adulte, bah je dirais merde quoi. Je vais pas perdre du temps là-dessus, quoi, c'est pas moi le public cible. J'estime avoir suffisamment souffert, entre guillemets, parce que vraiment j'ai vu largement pire, en voyant la saison 1. Après, selon une personne qui a commenté, il semblerait que ça devient de plus en plus mature au fur et à mesure des saisons. On verra. Je suis vraiment pas confiant par rapport à ça, mais on verra. C'est pour ça que je vais donner un petit peu sa chance à la saison 2. Mais si vraiment ça m'agrippe pas plus et que j'ai pas du tout l'impression que ça ait gagné en maturité et que ce soit pas moins enfantin qu'avant, bah je laisserai tomber quoi. Voilà, c'est parce que c'est pas un truc pour moi. Ça mérite pas d'être davantage exploré en Disneyphile personnellement. Voilà, c'était le topo et je pense que j'ai déjà passé
genre une bonne heure d'enregistrement facile là-dessus. Bon, ça va être un petit peu plus court au montage, mais ça va déjà être assez long, donc je ne veux pas en dire plus. Le mois d'avril qui va suivre devrait être un petit peu moins fourni en débat houleux de ce genre, je pense, même si pour la deuxième critique prévue, ça risque quand même de pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, je pense que ce sera pas au même niveau que le Roi Lion 2. En tous les cas, merci d'avoir suivi, à bientôt pour de futures vidéos, au revoir.